Il pourrait y avoir des cas en France, comme il y a eu aux États-Unis, comme il y a eu en Australie. Par contre, je pense vraiment pas qu'il y ait d'épidémie en France. Il y aura des cas isolés peut-être, mais il n'y aura pas d'épidémie parce qu'on sait faire, on sait contenir, on sait isoler ses patients. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Plus important encore que lundi, à Paris, la bourse a connu la plus forte chute de On est son très histoire. très inquiet sur les capacités qu'on va avoir sur les lits de réanimation et les lits hospitaliers. Taisez-vous, vous m'avez posé une question, écoutez. Ah, les épidémies. Voilà un sujet qui ne peut pas être le plus actuel. Cela fait maintenant plus de 2 ans que nous avons fait connaissance avec le virus de la Covid-19 et on voit bien, aujourd'hui encore, que cette épidémie pose de nombreux problèmes et génère des désaccords. On semble découvrir la relation compliquée entre les enjeux sanitaires et économiques qui occupent les médias à longueur de journée. Et pourtant, les controverses en temps d'épidémie, ça ne date pas d'hier, croyez-moi. Pour vous éclairer sur ce sujet, je me suis plongé dans les travaux de Paul-Arthur Tortosa, historien membre de l'Institut universitaire européen et chercheur à l'Université de Strasbourg. Il a notamment travaillé sur une thèse portant sur l'histoire de la médecine d'État dans le nord de l'Italie à l'époque napoléonienne. Il est aussi l'auteur de la notice d'Icopolis sur l'épidémie de Livourne en 1804. Alors, pour comprendre pourquoi les épidémies sont l'objet de controverses, et parce que, comme vous allez le voir, notre santé a une histoire, je me suis entretenu avec Paul-Arthur Tortosa. Je suis Simon Peverelli et vous écoutez un nouvel épisode du podcast La piqûre de rappel, le podcast de l'Icopolis. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre, une maladie du corps humain. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Nous sommes en guerre. Il est complètement fou ce mec. Mais moi les dingues je les soigne. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Je suis pas du tout autiste. Le sida, une maladie que craignent avant tout les homosexuels, les toxicomanes, les hémophiles. Mon docteur, vous avez mis un peu de LSD dans de l'eau, hein? Vous êtes fou, mon petit. Comme je vous l'évoquais, nous allons nous intéresser aux épidémies. Et pour cela, j'ai choisi d'utiliser l'exemple de l'épidémie de Livourne en 1804. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, et afin de vous replonger dans le contexte géopolitique de l'Italie à l'époque, je laisse Paul-Arthur Tortosa vous résumer la situation avec, vous entendrez en cadeau, une petite anecdote sur le sacre de Napoléon qui n'est pas des moindres. Quelle est la situation politique en Italie en 1804 ? Alors, évidemment, déjà au début du XIXe siècle, l'Italie n'est pas un État unifié. C'est un processus qui va avoir lieu dans la deuxième moitié du XIXe siècle, donc bien plus tard. L'Italie, en 1804, est divisée en une série d'États. Pour faire vite, on a dans la partie sud de la péninsule des royaumes, le royaume de Naples, qui est toute la partie sud de la péninsule, au centre, les États pontificaux, donc correspondent région de Rome, la Toscane, qui à l'époque s'appelle le royaume d'Étrurie, mais finalement c'est un État qui n'existe que de 1801 à 1807 et que tous les autres États italiens continuent d'appeler la Toscane le plus souvent, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix de l'appeler quand même la Toscane. Et dans le nord, une multitude de petites républiques qui sont ce qu'on appelle des républiques sœurs, c'est-à-dire des républiques qui ont été instaurées par les Français lors de leur conquête du nord de l'Italie. Donc il faut se replacer dans le contexte des guerres révolutionnaires. À partir de 1792, la France est en guerre contre une coalition qui va rassembler un certain nombre d'États, l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse, etc. Et l'Italie du Nord va être un des champs de bataille privilégiés des guerres révolutionnaires. Alors, les campagnes d'Italie sont vraiment associées à la légende de Napoléon Bonaparte, puisque c'est avant tout en tant que commandant en chef de l'armée d'Italie en 1796-1797 qu'il va finalement constituer la première partie de son mythe, avant ensuite de partir en Égypte en 1798 et de revenir en Italie ensuite en 1799. Alors, il y a 2 campagnes d'Italie qui vont opposer la France aux armées coalisées, une première en 1796-1797 et une autre en 1799-1800. À l'issue de ces 2 campagnes, pour faire vite, le nord de la péninsule italienne va basculer de l'orbite autrichienne à l'orbite française. Et donc la France va remplacer les anciens royaumes, duchés et petites provinces qui étaient liés aux dynasties autrichiennes par, comme je l'ai expliqué, ce qu'on appelle des républiques sœurs, donc des nouveaux régimes pas forcément totalement fantoches, mais en tout cas placés sous l'autorité et sous la domination française.
ce qui explique la présence d'un certain nombre de garnisons françaises dans des endroits stratégiques de la péninsule. Donc on a un certain nombre de soldats qui vont être à Milan, mais on en a également à Livourne. 1804, donc, on a à la fois cet héritage des guerres de la Révolution, cet héritage républicain avec les républiques sœurs, mais on est aussi dans un moment de transition vers l'Empire, puisque Napoléon est d'ailleurs sacré empereur en plein milieu de l'épidémie, puisqu'il est sacré début du mois de décembre 1804. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a en quelque sorte une résonance locale de cette question du sacre de Napoléon, puisque la délégation pontificale doit se rendre dans le nord, doit quitter Rome pour aller participer aux cérémonies qui sont associées au sacre de Napoléon, et donc doit traverser la Toscane en plein milieu de l'épidémie. Et donc, le passage de la délégation pontificale va poser beaucoup de problèmes, puisque personne n'ose s'opposer au passage du Saint-Père, qui est quand même une autorité politique et religieuse très importante. Et alors, les cordons sanitaires vont s'ouvrir au moment du passage du Saint-Père et vont se refermer immédiatement par la suite, ce qui évidemment va aussi beaucoup irriter les Toscans qui vont se voir isolés et mis en quarantaine, mais voir finalement toute une délégation pontificale passer. Et ils vont ensuite voir, en 1805, des régiments français commencer à se diriger vers le nord de l'Italie, puisque la guerre va bientôt reprendre contre l'Autriche. Donc on voit l'inscription de cette épidémie dans un phénomène un peu plus large, et aussi la soumission, en tout cas le fait que l'Italie est dominée politiquement, puisque finalement ils ne peuvent pas s'opposer ni au passage du pape, ni au passage des troupes françaises. Maintenant, le contexte de l'Italie de 1804 posé, accompagné par son anecdote pontificale plutôt cocasse, nous pouvons nous concentrer plus en détail sur notre cas livournais, là où tout a commencé. En effet, une maladie semble se propager dans la ville, et cette maladie, c'est la fièvre jaune. Enfin, pas selon tous les médecins. Et c'est ce que Paul-Arthur Tortosa nous explique avant de décrire cette maladie. Et si vous êtes en train de m'écouter à table, laissez-moi vous souhaiter lors de la description des symptômes un très bon appétit. Qu'est-ce que la fièvre jaune? Alors, avant même de définir la fièvre jaune, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y a encore une certaine incertitude qui plane sur la nature même de cette maladie qui a touché Livourne, puisque pendant toute la durée de l'épidémie et après l'épidémie, les médecins toscans nient que la fièvre qui touche Livourne soit la fièvre jaune. En revanche, les médecins et les magistrats des États voisins considèrent qu'il s'agit bel et bien de la fièvre jaune. Alors, fièvre jaune, c'est une maladie qui a pour principaux symptômes l'ictère, donc le fait d'avoir le visage jaune, d'où le nom de fièvre jaune, des maux de tête très violents, et également des vomis de couleur noire ou des vomis de sang. En espagnol, c'est surnommé vomito negro. Donc il y a vraiment ces trois symptômes principaux, le visage jaune, les maux de tête et le vomi noir. Alors, c'est une maladie dont on ne connaît pas exactement l'origine. On va dire qu'il y a soit une hypothèse qui considère que c'est une maladie qui originairement s'est développée en Afrique et a été ensuite apportée aux Antilles par le commerce triangulaire, la traite des esclaves, soit une maladie qui aurait été déjà endémique dans les Antilles. Ce qui est certain, en revanche, c'est que c'est une maladie qui frappe donc la région des Caraïbes et de l'Amérique du Nord à la période moderne et qui est importée par des navires marchands, et qui va toucher l'Europe à plusieurs reprises, et principalement des ports, puisque donc c'est une maladie qui va être emportée par bateau. Donc là, l'épidémie qui touche Livourne, dont on va parler, touche l'Italie en 1804. Il faut savoir que dans les années précédentes, il y a plusieurs épidémies assez violentes qui touchent l'Espagne, notamment le sud de l'Espagne, et notamment les villes de Malaga et dans une certaine mesure d'Alicante. Donc, le contexte, c'est celui-là. C'est une maladie qui est une maladie américaine principalement. Tous les médecins l'appellent la fièvre jaune d'Amérique, qui est importée par le commerce, par les navires commerçants, et qui va toucher les ports du sud de l'Espagne et, dans un second temps, l'Italie. Vous venez de l'entendre, cette maladie importée par les navires commerçants arrive sur le sol européen. Les médecins de l'époque ont donc dû réagir face à cette maladie, et Paul-Arthur Tortosa nous décrit leurs actions. Que font les médecins? Généralement, il y a une pratique qui est commune dans les villes italiennes, qui est que lorsque une maladie suspecte est repérée quelque part, est identifiée, on va faire une grande assemblée avec les médecins les plus connus, les principaux médecins de la ville, et on va leur demander leur avis. Donc ça, c'est une pratique qui est très bien documentée et qu'on retrouve vraiment dans toutes les villes italiennes. Vous avez un certain nombre de cas suspects qui apparaissent. Cette magistrature va demander, ou la municipalité, s'il n'y a pas de bureau de santé, va demander aux médecins de se réunir. Les médecins vont observer les symptômes, si les personnes sont encore en vie, éventuellement pratiquer des autopsies.
vont ensuite discuter avec les personnes autour, essayer de retracer un petit peu l'histoire de la maladie, et vont ensuite produire un rapport dans lequel elles vont répondre à une sorte de cahier des charges en indiquant la cause supposée, vont décrire la maladie et vont éventuellement, enfin même plus souvent, proposer des traitements qui pourraient permettre de la guérir. Maintenant le contexte global de cette fièvre jaune posé, nous allons nous plonger à la fin de l'été 1804 dans l'histoire du premier médecin qui a diagnostiqué cette fièvre jaune, Andrea Brignol. C'est à travers son histoire que nous allons observer quelques enjeux complexes en période d'épidémie. Paul-Arthur Tortosa nous raconte alors. 2 mots sur l'identité de ce médecin, donc Andrea Brignol, qui est le premier à diagnostiquer la fièvre jaune. Alors, il est appelé dans une auberge par probablement les propriétaires de l'auberge pour soigner des marins espagnols qui souffrent de symptômes apparemment assez violents. Et il va effectivement dire que ces marins souffrent de la fièvre jaune. Brignol, c'est un médecin qui est d'origine génoise, donc il vient du nord de l'Italie, et qui s'est engagé dans l'armée française, puisque, je vous situe, en 1804, on est au moment de la période de la Révolution et de l'Empire. Donc c'est quelqu'un qui, en raison de ses sympathies républicaines, s'est engagé dans l'armée française et a servi comme médecin militaire dans les armées françaises. Il a eu l'occasion d'observer la fièvre jaune de ses propres yeux, notamment en Espagne. Au moment du diagnostic, pas Brignol, diagnostique la fièvre jaune pour ces 3 marins espagnols, mais même ses collègues livournais, au début, ne sont pas forcément convaincus qu'il s'agisse bel et bien de la fièvre jaune. Il y a un point qui est très important à noter, c'est que c'est la première fois que cette maladie touche le sol italien. Ce qui, évidemment, va rendre beaucoup plus compliqué le diagnostic. Au début de l'épidémie, c'est la seule personne qui a déjà vu des cas de fièvre jaune. Donc les autres médecins sont amenés à se prononcer sur une maladie dont ils n'ont une connaissance que livresque. Et évidemment, ce phénomène va expliquer qu'il y a une grande incertitude. Ensuite, il y a l'idée qu'à l'époque, les maladies sont très souvent associées aux conditions climatiques, et le fait que la fièvre jaune n'ait jamais touché l'Italie, pour un certain nombre de médecins, va sous-entendre que finalement, le climat italien n'est pas propice à son développement, et elle ne peut donc pas toucher l'Italie. À Rome, les médecins, effectivement, constatent que les symptômes décrits ressemblent fortement aux symptômes de la fièvre jaune, mais il y a quand même un point qui les intrigue et qui est évidemment le cœur de l'argumentation des médecins toscans pour nier le fait que ce soit la fièvre jaune. Cet argument, c'est l'argument statistique. C'est-à-dire qu'il y a une hausse de la mortalité très faible à Livourne pendant l'épidémie. Et finalement, jusqu'au mois de novembre, donc les premiers cas sont diagnostiqués fin du mois d'août, début du mois de septembre, et finalement, jusqu'au mois de novembre, il y a 1 mort par jour, 2 morts par jour, maximum, dans une ville qui fait 60 000 habitants. Donc, il y a cette idée dans les représentations que la fièvre jaune est une maladie redoutable qui est souvent comparée à la peste. Et là, la fièvre de Livourne, elle a tous les symptômes de la fièvre jaune, mais très peu de personnes en meurent. Pour donner un ordre de comparaison, la ville de Malaga, qui a à peu près la même population que Livourne à l'époque, va perdre autour de 10 000 habitants lors de l'épidémie. Celle de Livourne va tuer quelques centaines de personnes. Et donc ce décalage va quand même beaucoup intriguer les médecins. Et si progressivement les médecins romains vont effectivement, en tout cas, traiter la maladie comme s'il s'agissait de la fièvre jaune, sans nécessairement se prononcer sur sa nature, mais vont la traiter comme s'il s'agissait bel et bien de la fièvre jaune, on peut comprendre, avec premièrement la nouveauté et deuxièmement la question de la faible mortalité, pourquoi il y a eu une telle incertitude. Ensuite, du point de vue des médecins toscans, la position officielle est la suivante. La fièvre de Livourne n'est pas la fièvre jaune. C'est la position qui est la position officielle du début à la fin de l'épidémie, et même dans une certaine mesure après l'épidémie. Il y a toujours cette forme de déni qui va être mise en place. Et on va avoir recours à tout un tas de périphrases pour en parler. Donc ça va être la fièvre de Livourne, la fièvre régnante à Livourne, tout un tas d'expressions, mais on va absolument refuser d'employer ce terme de fièvre jaune. Vous l'avez compris, le médecin Andrea Brignol a dû faire face à toutes sortes de pressions. C'est alors que je me suis mis en tête de trouver des archives qui pouvaient éventuellement en témoigner. Et devinez quoi ? Paul-Arthur Tortosa a trouvé dans ses recherches une archive de médecins militaires qui s'interroge sur les incohérences des rapports de Brignol, changés à la dernière minute après qu'il ait subi ces pressions. Cette lettre nous est lue par Salwan Benris. Une autre circonstance, non moins singulière et qui vous frappera, messieurs, dans ce procès-verbal, est l'influence que paraît avoir eu monsieur Lacoste, médecin de l'armée, sur l'opinion de la non-contagion après y est-il dit. Et on observe que ce médecin était arrivé à Livourne, le 23, à 2h du soir, et que le 25 à midi, la réunion a eu lieu à l'hôtel de ville, qu'il n'a pas pu par conséquent, dans un aussi court espace de temps, prendre par lui-même des connaissances nécessaires, faire des observations suffisantes et assez exactes pour prendre une part active à la consultation, conférence et prononcer avec ses collègues que la fièvre régnante n'était ni contagieuse, ni pestilentielle.
Mais il était sans doute flatté d'y figurer pour y faire un 20 étalage de titres que ne lui ont pas été conférés, puisqu'il n'avait d'autre mission que celle de remplacer dans sa fonction à l'hôpital civil et militaire de Livourne un médecin de l'armée, Monsieur Lefort, absent par congé du ministre, nous faisant injure en se parant ainsi comme l'oiseau de la fable aux dépens d'autrui, en se donnant l'air d'importance par des motifs que nous ne voulons pas pénétrer. Comme moi, vous en savez désormais plus de manière générale sur cette épidémie de Livourne en 1804, avec les difficultés pour identifier la maladie, les pressions exercées et les désaccords entre les scientifiques. Mais il y a un point que nous n'avons pas encore abordé, alors que nous le connaissons tous bien aujourd'hui, les gestes barrières. Je me suis en effet demandé quelles mesures avaient pris les États pour faire face à cette épidémie. Et Paul-Arthur Tortosa nous apporte justement la réponse. En ce qui concerne les mesures de lutte contre les épidémies à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, faut savoir qu'elles sont dans l'ensemble très proches de celles qui ont été développées finalement depuis le Moyen-Âge dans la lutte contre les épidémies de peste et ensuite d'autres maladies contagieuses. Le principe qui les relie toutes, c'est celui de l'isolement des sources de contamination. Donc, comme j'ai dit, ces sources de contamination sont les êtres humains et les biens. Alors, en ce qui concerne les humains, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de diagnostiquer, d'identifier toutes les personnes qui souffrent de la maladie régnante, de cette fièvre de Livourne, et on va chercher à les isoler. Pour faire vite, ce qui va se passer à Livourne notamment, c'est que les personnes les plus riches vont pouvoir faire leur quarantaine chez elles, et les plus pauvres vont être envoyés dans un hôpital qui est situé en périphérie de la ville. Isolement des biens ensuite, lorsque des biens vont arriver à la frontière, ils vont être isolés et ensuite certains vont subir des désinfections. Il va y avoir sur les frontières la mise en place de ce qu'on appelle des cordons sanitaires. On va envoyer d'une part des troupes régulières, donc l'armée de ligne, mais elle est trop peu nombreuse pour tenir l'ensemble de la frontière, et donc on va aussi avoir recours à des miliciens, donc personnes qui vont être réquisitionnées, appelées sous les armes. On va leur donner des armes, généralement des fusils de mauvaise qualité qui leur explosent dans les mains, et les États voisins vont essayer de surveiller leurs plages pour éviter que des bateaux n'accostent illégalement et ne débarquent des personnes ou des biens. Mais là, encore une fois, quand on regarde bien le nombre de personnes qui sont affectées à la surveillance de ces plages, on voit bien qu'il y a un décalage entre la distance qui doit être protégée et le nombre de personnes qui sont mises. On a un poste de garde tous les 10 ou 15 kilomètres, par exemple, sur le littoral romain. Et donc là, encore une fois, c'est une problématique contemporaine, c'est-à-dire qu'on va avoir une série de règlements qui, en théorie, interdisent de manière formelle la circulation d'un État à l'autre, ou même le fait de sortir de la région de Livourne. En réalité, lorsqu'on voit les moyens effectifs qui sont déployés, eh bien, on comprend bien que cette surveillance est assez partielle. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui encore, certaines de ces mesures barrières sont toujours utilisées, et qu'on peut trouver dans la gestion de cette épidémie des similarités avec notre époque. Mais j'ai voulu aller encore plus loin, en me demandant si à tout hasard il existait aussi un passeport sanitaire dans le cadre de cette épidémie. En effet, j'avais effectué quelques recherches au préalable qui semblaient indiquer que celui-ci était apparu dans la fin du XIXe siècle. Mais nous sommes ici en 1804. Et c'est ce qui m'a surpris dans la réponse de Paul-Arthur Tortosa. Alors, existait-il des passeports sanitaires? Oui. Il y en existait, comme on le comprend bien, pour les hommes et pour les biens. Donc, on a d'un côté le passeport pour les hommes et les femmes qui veulent franchir la frontière, et ensuite des documents similaires, des bulletins de santé, en quelque sorte, pour les biens. Il faut souligner qu'il y a un très grand nombre d'États, et les plus grands font finalement l'équivalent de 2 ou 3 régions actuelles, et les plus petits correspondent plus ou moins à une ville, comme dans le cas de la République de Luc. Tous les États vont mettre en place un système de passeport sanitaire, mais il ne faut pas non plus considérer que le fait qu'il y ait cette pratique uniforme se traduise par des passeports qui soient unifiés à l'échelle de l'Italie. C'est-à-dire que tout le monde va émettre des passeports, mais qui vont varier un petit peu d'un État à l'autre. On peut prendre 2 exemples qui sont assez parlants. Si on compare d'un côté les passeports qui sont délivrés à Livourne et à Gênes, on observe qu'ils se présentent sous la forme d'un document préimprimé dans lequel il faut simplement remplir le prénom, le nom de la personne qui circule, éventuellement les personnes qui les accompagnent, si on part avec par exemple sa femme ou avec des domestiques, et ensuite la date d'émission. Alors, pas vraiment la nationalité, mais ce qu'on appelle la patrie, donc le lieu de naissance de l'individu, et il va y avoir le sceau de la magistrature de santé locale qui va certifier que le document est authentique. Donc, simplement ces éléments. En revanche, lorsqu'on regarde les passeports de santé qui sont émis par la République d'Italie, alors la République d'Italie, à l'époque, ça correspond, pour faire vite, à la région de Milan et la région de Bologne, c'est cet État-là.
Eux, ils ont des passeports qui vont être beaucoup plus précis, dans lesquels on va retrouver les informations d'état civil, hein, donc le nom, le prénom, l'âge et le lieu de naissance, mais également un certain nombre d'éléments qui permettent d'identifier la personne et de vérifier qu'il s'agit bien de la bonne personne. Donc on va avoir la couleur des yeux, la couleur des cheveux, on va également avoir des informations d'ordre un petit peu plus général, hein, la stature, l'embonpoint, etc. On a des documents donc préimprimés qui sont émis par les gouvernements et les magistratures de santé, mais parfois, dans une petite magistrature locale ou dans une petite municipalité, on n'a pas reçu les papiers ou alors on n'en a pas reçu assez et il y a quand même beaucoup de gens qui veulent bouger. Et donc, on va devoir faire des attestations manuscrites. Donc là, c'est un petit peu l'attestation de sortie qu'on fait soi-même. Donc là, ça va être les autorités municipales qui vont prendre un bout de papier, qui vont écrire quelque chose et qui vont signer parce qu'ils n'ont pas forcément de sceau officiel à mettre. Et donc ensuite, les personnes vont arriver à la frontière avec ces documents et là, on peut imaginer évidemment tous les problèmes que ça peut impliquer, les gardes qui sont un petit peu désemparés, qui voient des gens affluer avec des documents finalement donc qui n'ont rien d'officiel. Parfois, c'est des papiers de mauvaise qualité qui sont à peine lisibles. Et donc, généralement, les personnes vont être isolées un certain temps. Les gardes vont envoyer le document dans la capitale en demandant une expertise, en demandant, bon, est-ce qu'on les laisse rentrer ou pas, etc. Donc, en résumé, on voit que ce principe du passeport sanitaire, il est imposé à l'échelle de la péninsule, mais dans ses modalités d'application concrète, il y a une grande diversité en fonction de notre lieu de départ et de notre état d'origine, en fonction on est dans un état où les passeports sont très fournis ou pas, ou si on est dans un état simplement qui a des documents préimprimés ou pas. Nous ne sommes qu'en 1804, et pourtant certains points pourraient nous sembler actuels. C'est presque étonnant de voir d'ailleurs à quel point aujourd'hui nous pouvons retrouver des points communs avec des choses qui pouvaient nous paraître si nouvelles. Mais plus encore que les gestes barrières, je me suis aussi interrogé sur leur mise en application à travers le fameux débat entre intérêt économique et politique sanitaire. Et ce débat qui, d'ailleurs, là encore, s'inscrit dans l'actualité de notre épidémie de Covid-19. Alors la question des liens entre les intérêts économiques et les politiques sanitaires est très ancienne et elle se pose avec encore plus d'acuité finalement à la période moderne. Pour une raison très simple, qui est que dans les théories médicales de l'époque, on considère que les biens et les marchandises sont des supports des maladies contagieuses, c'est-à-dire qu'un bien peut être infecté et peut transmettre une maladie. C'est un diagnostic qui vaut pour la peste, mais qui vaut aussi pour la fièvre jaune, puisque, un point que je n'ai pas précisé, la fièvre jaune est une maladie qui se transmet par les moustiques, et il n'y a pas de contamination de personne à personne. Mais dans tous les cas, dans les savoirs médicaux de l'époque, on considère que des biens infectés peuvent transmettre la maladie. Quelle est la conséquence de cela? Eh bien, c'est que lorsque l'on va déclarer qu'il y a une épidémie de fièvre jaune, et lorsqu'on va décider de prendre des mesures contre cette épidémie, on va non seulement limiter la circulation des hommes et des femmes, mais aussi des biens. Et donc là, on voit tout de suite que les conséquences économiques vont être beaucoup plus importantes, puisque les mesures de lutte contre l'épidémie vont impliquer une très sévère limitation des flux commerciaux. Puisqu'on va devoir arrêter les biens à la frontière, les mettre en quarantaine et éventuellement les désinfecter. Donc effectivement, il y a un lien très fort entre les questions sanitaires et les questions économiques. Pour les États voisins, la question est un petit peu plus délicate que cela. Pourquoi? Eh bien parce que le fait de mettre en place des mesures sanitaires strictes va permettre d'être considéré comme un État sain, un État qui ne risque pas d'être contaminé, et donc ça va permettre de pouvoir commercer avec d'autres États. On va prendre un exemple. Si vous êtes voisin de la Toscane, vous êtes la petite République de Lucques, qui est une république au nord de l'État, eh bien, si vous ne faites rien en disant bien, je vais continuer de commercer et tant pis pour l'épidémie, eh bien, le risque auquel vous vous exposez, c'est non seulement d'être contaminé, mais aussi que les autres États cessent de commercer avec vous en considérant que vous allez pouvoir leur transmettre l'épidémie. Donc dans cette mesure, on va avoir une sorte d'arbitrage un petit peu plus complexe qui va devoir être mis en place entre, d'une part, mettre en place des mesures qui vont restreindre le commerce pour des fins sanitaires, mais aussi pour pouvoir continuer à commercer dans une certaine mesure avec les autres États. Enfin, pour finir sur un point un peu plus positif, et n'y voyez aucun jeu de mots, alors que l'heure semble être à la réouverture, je me suis demandé comment s'était finie cette épidémie et pourquoi est-ce qu'elle s'était terminée. Car, figurez-vous, comme dit le dicton, toutes les bonnes choses ont une fin, mais heureusement pour nous, les mauvaises aussi. Et puis dans un second temps, je me suis interrogé sur les conséquences qu'elle a eues dans les États concernés, que ce soit économiquement, politiquement ou socialement.
quels sont les dispositifs de lutte qui ont permis de combattre l'épidémie et comment est-ce qu'elle s'est terminée? Alors, pour ce qui est des dispositifs de lutte, on les a déjà, dans une certaine mesure, développés. Il y a un point qui est intéressant, c'est de noter que ce sont des mesures qui sont destinées à combattre une maladie contagieuse. Or, hein, je dis que la fièvre jaune n'est pas une maladie qui se propage par le contact humain. On voit déjà hein, que finalement, ces mesures n'ont a priori aucun impact sur l'arrêt de la maladie. Et peut-être plutôt que d'arrêt au singulier, il faudrait parler de fin ou d'arrêt au pluriel. Alors on a d'abord un arrêt biologique de l'épidémie, hein, du moment où la mortalité va s'arrêter. Et cette fin biologique de l'épidémie, elle arrive au milieu du mois de décembre. Hein, le pic de la mortalité va être à la fin du mois d'octobre et surtout au mois de novembre. Et à partir du début du mois de décembre, la mortalité va vraiment commencer à chuter très fortement et les derniers morts sont recensés au milieu du mois de décembre. Le jour de Noël, 24 décembre, les institutions sanitaires de Livourne vont déclarer officiellement que l'épidémie est terminée. Donc, pour cette magistrature, l'épidémie se termine le 24 décembre 1804. Pour la population, dans une certaine mesure aussi, puisque on avait un grand nombre de personnes qui avaient fui la ville au moment de l'épidémie et qui reviennent. Hein, on les voit revenir dès la dernière semaine de décembre et au début du mois de janvier. Donc, en ce qui concerne la vie sociale dans la ville, hein, l'épidémie se termine à ce moment-là et elle est vraisemblablement liée à la chute des températures et à la disparition hein, du vecteur de la maladie que sont les moustiques. Ensuite, on a une deuxième fin qui va être conditionnée par une sorte de principe de précaution. Selon les théories médicales de l'époque, hein, on a cette idée que lorsque les dernières personnes meurent, il faut attendre 40 jours pour être certain que le germe de la maladie est bel et bien parti de la ville, qu'il a bel et bien disparu. Donc, si on fait un rapide calcul, hein, les derniers morts sont recensés au fin du mois de décembre, donc ça devrait nous porter à peu près à la fin du mois de janvier. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on va observer. Hein. L'État toscan, lui, considère que l'épidémie est terminée, donc il va lever le cordon sanitaire qu'il avait établi pour isoler la ville de Livourne du reste du royaume. Et la République de Lucques, qui est un État voisin, va aussi lever ses restrictions sanitaires à ce moment-là. Cependant, ce qui va se passer, c'est que dès que la République de Lucques lève son cordon et reprend le commerce avec la Toscane, les autres États vont dire vous avez levé votre cordon trop tôt, vous avez été trop laxiste, et donc vous êtes désormais considéré comme aussi suspect que la Toscane. À son tour, la République de Lucques va être isolée, ses marchandises bloquées, et tous les autres États, finalement, vont maintenir leur cordon sanitaire, alors que l'épidémie ne tue plus personne. Hein. Plus personne ne meurt de cette fièvre, qu'elle soit jaune ou pas, hein, à Livourne, mais les mesures sanitaires continuent. Donc on a la fin biologique de l'épidémie, en revanche, la fin politique tarde. Il faut attendre la fin du printemps, donc le mois d'avril et le mois de mai, pour que les derniers cordons sanitaires soient levés. Alors on peut peut-être essayer de dire deux mots. Hein. Comment est-ce qu'on explique ce décalage de presque 6 mois hein, entre les derniers morts et la levée des cordons sanitaires? Alors il y a deux facteurs principaux qu'il faut évoquer. Le premier, c'est l'incertitude. On se rappelle, hein, le gouvernement toscan a quand même menti, ou en tout cas largement euphémisé la gravité de l'épidémie, et donc il est regardé avec une certaine défiance par ses voisins. Donc on peut comprendre que les États voisins, lorsqu'ils reçoivent une notice officielle du gouvernement toscan qui leur dit que l'épidémie est terminée, eh bien, ils n'y croient pas trop tout de suite. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur scientifique, et c'est le risque de ce qui, à l'époque, est appelé la repullulation, donc c'est que l'épidémie s'endorme pendant l'hiver et revienne au printemps. C'est pas un simple fantasme, une simple vue de l'esprit, hein, c'est finalement la lecture qu'il y a du cas espagnol, puisque l'Espagne hein, va être frappée d'abord en 1800, puis dans les années suivantes, et généralement on a une sorte d'épidémie un petit peu cyclique hein, qui va frapper pendant la saison chaude et qui va ensuite disparaître au moment de l'hiver et va revenir. Alors, après, est-ce que l'épidémie le germe est réintroduit chaque année ou est-ce que c'est le même? Ça, c'est une autre question. Mais ce qui est important, c'est de voir que pour les médecins et pour les administrateurs italiens, hein, ce risque de repullulation est bien réel et il est nourri sur le précédent, sur l'exemple espagnol. Un autre facteur, lui, est politique. Et on le voit bien avec l'exemple de la République de Lucques. Hein. La République de Lucques décide unilatéralement de lever ses restrictions et est immédiatement mis en quarantaine par tous ses voisins. Et en fait, il va y avoir une sorte de jeu d'observation où tous les États vont finalement avoir peur de lever leurs mesures en premier. Et donc, tous les États vont maintenir leurs mesures en attendant que les autres le fassent pour pouvoir lever leurs mesures sans être mis en quarantaine à leur tour.
Donc en résumé, qu'est-ce qui se passe? On a une sorte de jeu géopolitique qui va se mettre en place avec la République de Ligurie, donc l'État autour de Gênes, qui va maintenir une position très stricte dans le domaine sanitaire en disant il y a un risque de repopulation au printemps, il faut donc maintenir les cordons sanitaires et la quarantaine pour les biens et personnes qui viennent de Toscane jusqu'au printemps. Et les autres États italiens vont être un petit peu contraints de suivre cette position, ils vont être contraints de s'aligner sur la position la plus stricte. Et c'est en quelque sorte ce jeu géopolitique, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte pour expliquer pourquoi la Ligurie met en place, adopte cette position, mais en tout cas pour les autres États, il y a cette forme de contrainte un petit peu du regard des autres. Et donc c'est là aussi qu'on voit finalement que l'adoption des mesures de restriction, l'adoption des mesures de quarantaine, de cordons sanitaires, etc., ce sont des mesures qui, de prime abord, nuisent à l'économie, puisqu'elles entravent le commerce, mais ce sont également des mesures qui ont un intérêt économique, puisqu'elles permettent de continuer de commercer dans une certaine mesure avec les autres États. Donc on voit avec l'exemple de Lucques, qui est très parlant, Lucques a décidé finalement de lever ces restrictions de manière unilatérale et a été sanctionné immédiatement. Et donc c'est cette espèce d'équilibre de la terreur qui s'est instauré entre les États italiens qui va expliquer que les cordons finalement ne sont levés que l'été suivant. Passons maintenant aux conséquences de cette épidémie. Plusieurs conséquences. La première, c'est qu'un certain nombre de personnes vont perdre leur poste à l'été. Alors, il est difficile de savoir si c'est vraiment lié à cette question-là ou pas. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que le principal membre du gouvernement toscan qui était en charge de l'épidémie et le gouverneur de Livourne vont tous les deux être remerciés à l'été 1805, donc à la fin de l'épidémie, premièrement. Ensuite, on va avoir un impact économique énorme. Comme on l'a dit, il va y avoir premièrement le coût direct des mesures. Donc il va falloir payer des soldats, payer des miliciens pour qu'ils aillent tenir les frontières. Il va ensuite falloir payer les médecins ou les infirmiers qu'on va réquisitionner. Il va falloir payer la désinfection des biens des malades. Il va falloir payer la désinfection des biens qui passent aux frontières, etc. Et ensuite, il y a tous les coûts indirects, effectivement, du commerce qui s'est ralenti. Ce qui est important de voir, c'est que pour la Toscane, le port de Livourne, c'est un peu le cœur économique du pays. Alors, il y a évidemment beaucoup d'activités à Florence, mais il y a aussi un commerce très important et très florissant dans le port de Livourne. Et la douane, les frais de douane, sont un des principaux revenus pour l'État toscan. Comment est-ce que ça se traduit, ou quel ordre d'idée on peut avoir en tête? C'est que le déficit de l'État toscan double entre 1803 et 1805. Donc, il y a d'autres facteurs que l'épidémie qui contribuent évidemment à cette augmentation du déficit, notamment l'entretien des troupes françaises. L'occupation coûte très cher, mais évidemment l'épidémie va quasiment faire doubler le déficit public finalement pour une épidémie qui n'a duré que quelques mois et qui n'a pas tué grand monde. Encore une fois, c'est important de le rappeler, à l'échelle de l'époque, 600 morts ou 800 morts sur une population de 60 000 habitants, c'est absolument ridicule. L'Italie a déjà été confrontée à tout un tas d'épidémies qui sont beaucoup plus mortelles et, comme je disais, au même moment, Malaga connaît une mortalité bien plus élevée. Donc effectivement, cette épidémie est assez intéressante puisqu'on voit comment finalement une fièvre qui a entraîné une mortalité assez limitée a paralysé complètement le pays pendant des mois entiers, bien après les derniers morts, et a eu un impact économique majeur sur les différents pays. Voilà, cet épisode est donc déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura éclairé sur la grande question des controverses en temps d'épidémie, que ce soit sur les enjeux sanitaires, économiques ou politiques. Je remercie encore une fois Paul-Arthur Tortosa pour nous avoir éclairé sur ce sujet. Je remercie également l'équipe à l'origine de ce podcast, Salwan Bendris, Thomas Lebouc et Hervé Guillemin. Un grand merci aussi à vous pour nous avoir suivis. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, à vous rendre sur le site de Dicopolis pour consulter la notice dédiée à l'épidémie de Livourne, mais aussi pour découvrir les autres épisodes de la piqûre de rappel disponibles sur le site Podcastix ou sur toutes les plateformes. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, que ce soit pour Dicopolis ou pour la piqûre de rappel. Bref, pour ne rien manquer de l'actualité du dictionnaire ou du podcast. C'était Simon Peverelli. À très bientôt.